Donc, on va parler dans cette première table ronde de comment passer finalement d'un monde d'inégalité à un monde de solidarité. Donc les inégalités, on en a beaucoup parlé aussi pendant les débats de ce week-end. Les inégalités globales sur la planète se sont réduites au cours des décennies et parallèlement au sein même des pays, les inégalités se sont creusées. On a tous en tête le modèle américain. Parallèlement, de nouvelles formes de solidarité, de nouveaux acteurs de la solidarité sont apparus à côté des acteurs traditionnels que sont les grandes institutions internationales. On a des ONG, des fondations, des philanthropes et même des entreprises. Donc face aux enjeux de la crise migratoire, face aux enjeux climatiques, comment faire coexister ces nouveaux acteurs de façon à passer d'un monde d'inégalité à un monde de solidarité. Quels outils on a? Comment tester ces outils? Comment tester leur efficacité? Comment inventer aussi de nouveaux outils de la solidarité? Donc voilà, on va parler de tout ça avec nos 5 invités que je vais vous présenter. Merci beaucoup Pierre-André de Chalandard. Donc vous êtes président-directeur général de Saint-Gobain. Jacques Attali, économiste, essayiste et président de la Fondation Positive Planète. Ibrahim Hassan Mayaki, vous êtes secrétaire exécutif du NEPAD, le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique. Esther Duflo, vous êtes économiste, professeur au MIT, où vous dirigez la chaire Abdul Latif Jamil sur la réduction de la pauvreté et de l'économie du développement. Et Geoffrey Lamb, vous êtes senior advisor auprès de la fondation de Bill et Melinda Gates. Donc avant de rentrer dans le cœur et dans le vif du débat, je vais tout de suite passer la parole à Pierre Jacquet, qui est donc membre du Cercle des économistes, pour nous donner un cadrage de cette première table ronde. Pierre. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors évidemment, ce sujet est extrêmement vaste et je ne vais certainement pas l'épuiser dans une introduction de quelques minutes. Donc je voudrais mettre l'accent sur 4 dimensions qui me paraissent structurantes pour aborder la question. La première, c'est que la façon dont la question est posée est essentiellement globale. On parle d'un monde d'inégalité, d'un monde de solidarité. Or, l'un des défis actuels, c'est le creusement des inégalités au sein des nations. Donc le terme de l'absence de solidarité ou des inégalités n'est plus un thème essentiellement international entre pays riches et pays pauvres. Il est un thème qui touche au cœur des pays, y compris les pays les plus développés. Et j'ai envie de dire que le point essentiel, c'est de comprendre la complémentarité entre ce rôle des nations en leur sein et leur rôle pour organiser la globalisation. Or, dans les débats politiques, cette complémentarité est souvent oubliée ou transformée en opposition. On oppose l'ouverture à la solidarité. Et c'est un peu le débat entre patriotisme et nationalisme, si vous voulez. Et je crois qu'il est très important de bien comprendre qu'une globalisation bien gérée dépend de nations bien gérées, et la prospérité des nations dépend de la gestion de la mondialisation. Et cette complémentarité, elle est au cœur des enjeux politiques actuels sur la question de la solidarité, mais bien au-delà. Deuxième point important, la solidarité, ce n'est pas seulement de l'économie. Ce n'est pas seulement de travailler sur la répartition des revenus. Ce n'est pas seulement de travailler sur l'égalité des chances. C'est un projet essentiellement humaniste. C'est un projet qui touche aux droits de l'individu, aux droits de l'homme. Et donc c'est un projet qui touche au cœur d'un débat actuel très important, qui est celui des migrations, mais qu'on a tendance à réduire sur des dimensions économiques, de mouvements de personnes qui sont des facteurs de production. Et on va dire, c'est très important les migrations parce que ça renforce la capacité des nations qui accueillent les migrants. Ce qui est vrai, mais ça va bien au-delà de ça. Et je pense que parler de solidarité sans parler des migrations, ça serait très incomplet. Et j'invite évidemment ce débat à ne pas se restreindre aux aspects économiques, mais à prendre en compte les aspects humains, politiques, sociaux aussi, mais profondément humanistes. Et évidemment, c'est très difficile, mais ça doit être un état d'esprit. Troisièmement, la solidarité, c'est l'affaire de tous. Ce n'est pas seulement l'affaire de gouvernement, c'est l'affaire des individus, des familles, des villages,
des entreprises, des organisations non gouvernementales, des organisations internationales et des États. Et donc réfléchir au rôle des gouvernements dans ce contexte-là est très important et ça pointe vers une évolution nécessaire des politiques publiques, vers un rôle de catalyseur plutôt qu'un rôle d'acteur premier. Et ce rôle de catalyseur, il est difficile à penser pour l'État. Mais je crois que c'est l'enjeu des politiques publiques de demain, que ce soit au niveau national ou au niveau international. Enfin, quatrième point, puisque mon temps de parole est en train de s'épuiser encore plus vite que la descente au sol de Soyouz, quand on passe au niveau mondial, évidemment, un instrument important de la solidarité, c'est l'aide publique au développement. Mais là aussi, cette aide publique au développement, elle s'est construite de façon un petit peu pragmatique au cours de l'histoire. Elle n'a jamais été vraiment pensée comme outil d'organisation du monde. Et du coup, ce qu'elle évoque, ce sont des questions de charité. Et je crois que ce n'est pas suffisant. Et l'aide au développement, c'est vraiment un outil de partage au niveau mondial de capacités. C'est un outil qui implique aussi le droit à l'erreur. Et donc, la charité et le paternalisme n'épuisent pas le sujet de l'aide au développement, bien au contraire. Et je crois que là, il y a un enjeu très important de modernisation et peut-être qu'on aura l'occasion d'aborder ce débat. Je terminerai juste par un mot sur le rôle de l'État. Parce qu'il est très tentant dans ces débats sur la solidarité de faire deux choses. La première, c'est de dire « il faut », et j'espère que dans notre débat, on passera du « il faut » à « comment on fait », parce que sur le « il faut », on risque d'être assez généralement d'accord, mais sur le « comment on fait », c'est un peu plus difficile. Et puis, deuxièmement, c'est de reporter la responsabilité sur les autres. Et donc, je terminerai en vous rappelant une citation de Frédéric Bastiat, un économiste français du milieu du XIXe siècle, donc en 1848. Il a écrit la chose suivante: « L'État, c'est cette grande entité fictive à travers laquelle tout le monde s'efforce de vivre aux dépens de tout le monde. » Merci. Merci beaucoup, Pierre. Donc, Pierre l'a dit, la solidarité, c'est une affaire de tous. Elle repose aujourd'hui donc sur différents acteurs, les gouvernements, des sociétés civiles, les familles, des entreprises, des philanthropes. Comment on fait aujourd'hui pour coordonner ces différents acteurs et quels sont les obstacles à lever pour que cette coordination soit optimale? Jacques Attali. Je ne savais pas que c'était à moi tout de suite, d'accord. Que dire? Beaucoup de choses. D'abord, les inégalités, contrairement à ce que j'ai entendu, parce que je voudrais aiguiser les angles pour l'intérêt de la conversation, même si je suis d'accord avec beaucoup de choses qui ont été dites, les inégalités ne sont pas du tout en train de se réduire. Ce qui est en train de se réduire, ou ce qui s'est réduit, c'est la pauvreté absolue. Et ça, toutes les statistiques le démontrent, même si aujourd'hui la pauvreté absolue reste considérable dans une large partie du monde. On pourrait égrener un très grand nombre de chiffres montrant que cette pauvreté est encore considérable, en particulier en Afrique, où 30% des gens n'ont pas accès à l'eau potable, où l'éducation est soi-disant en train de se généraliser, mais il faut savoir de quoi on parle, c'est une éducation totalement fictive, et où les signes de la pauvreté vont s'aggraver beaucoup plus avec la croissance démographique. Si vous n'avez qu'un seul chiffre à retenir sur le XXIe siècle, c'est que la population d'Afrique va passer d'1 milliard à 2 milliards, que la population du Sahel va augmenter jusqu'à 700 millions d'habitants, et qu'avec l'augmentation des changements climatiques, il y a 300 millions de personnes qui vont déménager d'ici à 2060. Ça, c'est des inégalités extrêmement profondes qui sont devant. Deuxième sorte d'inégalité qui est là, qui s'est un peu réduite, mais qui en fait va s'aggraver extrêmement vite dans les années qui viennent, c'est l'accès à l'eau. L'eau est une denrée rare, très rare, et la croissance démographique et la croissance du niveau de vie fait que la quantité d'eau disponible par habitant va baisser massivement. Elle va passer, en gros, pour faire vite, de ce qu'elle est aujourd'hui à 1/3 par habitant. Et quand c'est rare, c'est inégal. Quand c'est rare, c'est inégal. On pourrait ajouter aussi d'autres dimensions où la rareté va créer de nouvelles formes d'inégalité. Alors, par ailleurs, on nous explique que rien ne marche, que tout ce qui a été fait jusqu'à présent ne fonctionne pas, qu'il faut faire de nouvelles expériences. Je sais que Mme Duflot va dire ça tout à l'heure, que rien ne marche et qu'il faut continuer à faire des tas d'expériences en chambre pour voir ce qui pouvait marcher. Je ne suis pas d'accord. Je dis donc à l'avance sur ce que je sais qu'elle va dire, en espérant qu'elle ne le dise pas, que je ne suis pas d'accord. Premièrement, la microfinance, ça marche. Deuxièmement, l'éducation... Il me reste 2 minutes. Deuxièmement, l'éducation, ça marche.
Troisièmement, l'amélioration du statut des femmes, ça marche. Aujourd'hui, la réduction des inégalités passe avant tout par le fait qu'il faut réduire la différence de salaire entre les femmes et les hommes, qui est quand même de 33% à l'échelle mondiale. C'est une chose simple, ça s'appelle la lutte sociale. Puis, c'est vrai qu'il y a, au-delà de ça, des choses qui vont être extrêmement importantes et qui vont bouleverser cela. J'en dirai deux, justement, puisqu'il me reste une minute, pour juste ouvrir des pistes. La première, c'est le progrès technique. Le progrès technique qui est un facteur d'aggravation des inégalités considérable, parce que le progrès technique fait que les early adopteurs sont toujours en avance et que les autres rattrapent ensuite. Il y a de très beaux travaux d'économistes français là-dessus en particulier. Mais comme le progrès technique va très vite, ceux qui sont derrière n'ont jamais le temps de rattraper parce que la nouvelle vague du progrès technique arrive avant que le rattrapage se fasse. Mais malgré tout, il y a une immense vague de progrès technique aujourd'hui qui fait basculer de l'économie de marché vers l'économie de l'altruisme, vers l'économie du chacun pour soi à l'économie du partage, vers l'économie de la gratuité, vers l'économie de ce que j'appelle du bon temps, de l'usage du temps. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense que la vraie mutation intellectuelle et culturelle et idéologique, et c'est celle à laquelle la fondation que je préside travaille parmi beaucoup d'autres, c'est le basculement d'une économie individualiste, égoïste, à une économie altruiste, et en particulier altruiste à l'égard des autres générations. Lorsqu'on comprend qu'on a intérêt à être altruiste, que être altruiste est la meilleure façon soi-même d'être heureux, alors le problème des inégalités trouve une voie de réussite particulièrement optimiste. Merci. Alors avant de commencer à faire un débat très interactif, parce qu'à chaque fois je vais vous repasser la parole, je voudrais qu'Esther Duflo réponde tout de suite à la question de Jacques Attali. Est-ce qu'il y a plein de choses qui ne marchent pas? Une manifestation de l'inégalité entre les hommes et les femmes, c'est qu'il y a une femme sur 7 panels et que c'est la seule personne à avoir envoyé en avant ses remarques, ce qui permettait donc de... Je voulais avoir l'air prévisible, mais il y a une raison. Je vais commencer par un « il faut », en m'excusant. Il apparaît aujourd'hui plus nettement que jamais que nous avons besoin de formes effectives de solidarité. Et c'est quelque chose que j'ai dit longtemps sur les pays en développement, que je continue à penser sur les pays en développement, mais dont l'importance est devenue de plus en plus manifeste dans les pays riches également. Au minimum, et on l'a vu dans les élections qui se sont produites dans les 14 derniers mois, il s'agit d'un impératif politique, sans être capable d'intégrer toutes les nations dans une entreprise collective solidaire. Les explosions nous attendent très rapidement. Or, comme nous l'a fait remarquer M. Attali, nous avons très peu de bonnes idées sur ce que ces formes de solidarité peuvent être. Et cela est vrai non seulement dans les pays pauvres, mais encore plus, à mon avis, dans les pays riches. En particulier parce que dans les pays pauvres, on a fait des progrès sur les 10 ou 20 dernières années sur ces questions. Aux États-Unis, par exemple, les programmes qui sont censés aider ceux qui ont perdu leur emploi suite au commerce extérieur, il y a des programmes qui existent, des outils qui existent, qui sont très peu utilisés, qui dépensent très peu d'argent. Et à la place, ce qui est l'outil effectif de solidarité dans les régions pour les gens qui ont perdu leurs emplois suite à la concurrence chinoise, par exemple, c'est essentiellement les allocations handicapées, qui deviennent en fait de facto l'assurance chômage long terme, plus la réallocation qui effectivement du coup ne devient plus du tout, les gens ne se réinsèrent plus à partir de ce moment-là. Même avec Obamacare, dont on parle beaucoup aux États-Unis en ce moment, même sous Obamacare, la forme principale de soins pour les pauvres et même les pas si pauvres, c'était la visite aux urgences dans les hôpitaux. Or, il est très dangereux d'utiliser des outils qui ont été pensés pour un certain objectif pour d'autres objectifs. Par exemple, les gens qui se retrouvent à avoir besoin de prendre une allocation handicapée et donc plus ou moins
rendre leur handicap un petit peu plus grand qu'il n'est en réalité, finissent par se sentir d'une part extrêmement vexés, extrêmement diminués, et finalement finissent par vivre le handicap qu'ils ont manifesté. En Europe, la formation tout au long de la vie, qui est la contrepartie essentielle de l'idée de flex-sécurité, etc., se décline en pratique sous la forme de formations qui sont proposées aux chômeurs quand ils ont perdu leurs emplois, pas seulement, mais en pratique. Or, ces formations ont du mal, en fait, à recruter des gens, et on comprend assez mal si elles sont efficaces ou non. En Inde et dans d'autres pays en développement, on a fait beaucoup de progrès, mais il y a encore beaucoup à faire. Par exemple, comme ça a été dit, le système d'éducation est un échec complet. Les solutions miracles, comme le microcrédit par exemple, se sont avérées décevantes, ne sortant pas la majorité des gens de la pauvreté. Les nouvelles solutions miracles, comme le revenu minimum universel, dont on parle beaucoup, seront peut-être plus efficaces, mais aujourd'hui, on ne le sait tout simplement pas du tout. Pour faire des progrès, il va nous falloir innover, évaluer, se tromper, recommencer, non pas en chambre, mais en réalité. Les pays riches doivent apprendre à le faire. Les pays riches sont plutôt plus en retard vis-à-vis des pays pauvres sur cette capacité d'innover. Ils doivent apprendre à faire ça chez eux. Ils peuvent aussi aider les pays pauvres à le faire en se servant de l'aide au développement comme une forme de capital risque ou de fonds, un petit peu comme les ventures capitalistes. Une autre dimension d'inégalité entre les hommes et les femmes, c'est que je respecterai mon temps de parole. Merci. Alors peut-être deux premières questions, et puis après on va continuer le débat. Deux premières questions. Oui, une question d'un étudiant. Oui. Alors, très rapidement, je vais poser une question. C'est un peu plus politique et philosophique. C'est juste parce que, au fur et à mesure des séances, j'ai remarqué une espèce de schizophrénie. On demande un monde avec plus de solidarité. Et derrière, on veut une politique, enfin, on adhère à la politique d'Emmanuel Macron. Je suis provocateur en disant ça, mais c'est que la politique d'Emmanuel Macron va vers plus de libéralisme et un monde qui est plus centré vers l'individu. Or, j'ai l'impression que pour avoir de la solidarité, il faut plus de liens sociaux. Il faut qu'un l'individu soit tourné non plus vers lui-même, mais vers le collectif. Et voilà, j'ai l'impression qu'on tente dans une direction... Enfin, comment vous expliquez... comment est-ce qu'une politique peut tendre vers une direction de plus d'individualisme tout en voulant quand même de la solidarité, parce que l'une exclut l'autre. Au moins, j'ai la sensation, plus on a d'individualisme, moins on a d'individus tournés vers le collectif. Sommes-nous schizophrènes? À vous. Je vais répondre de façon générale, parce que j'ai pris le parti de ne pas commenter la politique française jusqu'au mois de septembre, et je vais m'y tenir. Oui, je pense comme vous qu'il y a un vrai danger global dans nos sociétés depuis longtemps de voir l'individualisme triompher, et c'est en effet une longue tendance depuis, disons, la fin du XVIIIe siècle, de voir le « moi d'abord » s'installer. C'est d'ailleurs très frappant de voir que le « moi d'abord » est une règle qu'on trouve dominante dans l'idéologie de la publicité, dans l'idéologie du narcissisme individualiste, dans l'idéologie bouddhiste, dans l'idéologie des extrémistes. Moi d'abord c'est le protectionnisme, moi d'abord c'est la France et pas l'Europe. Le moi d'abord est vraiment une idéologie transversale qui rejoint les populistes et les marketeurs d'une façon extrêmement dangereuse. Et c'est vrai que le grand basculement idéologique qui est en marche, et que je vois dans la jeunesse en particulier, celle qu'on voit dans ce qu'on appelle nous les start-up positives, c'est-à-dire les entreprises qui pensent que la meilleure façon de faire une vie qui ait du sens, c'est de s'intéresser aux autres, et que la meilleure façon de devenir soi, d'être soi-même, c'est d'aider les autres à devenir eux-mêmes. Ce basculement vers l'altruisme est en marche, mais comme dans toutes les mutations idéologiques, c'est long, c'est un accouchement qui va prendre du temps, il y aura des échecs, des erreurs, des caricatures,
Et ça viendra peut-être trop tard. Mais je suis, là encore, extrêmement optimiste. Je pense que ce basculement aura lieu, ne serait-ce que parce que nous y avons intérêt. Pierre-André de Chalandard, on parlait de nouveaux acteurs de la solidarité, les entreprises en font partie, les fondations d'entreprises, et on voit bien qu'aujourd'hui, les grands groupes mettent en place des politiques de responsabilité sociale et environnementale, s'intéressent au climat. Est-ce que les entreprises, ou quel rôle ont à jouer les entreprises, notamment dans la crise climatique, et comment réinventer, est-ce qu'il faut réinventer des sortes de partenariats publics-privés ? Oui, quand je regarde devant, dans l'avenir, je voudrais développer parmi les sujets d'inégalité qu'a abordé Jacques Attali, le sujet des inégalités climatiques et les solidarités qui y sont liées. Parce que sur ce thème inégalité-solidarité, je pense que c'est probablement le sujet le plus important, avec l'eau peut-être, des années qui viennent. Et c'est là où il faut absolument inventer de nouvelles formes de solidarité. Les inégalités climatiques, elles s'aggravent. Et elles sont doubles. D'abord, ce sont les pays riches qui polluent le plus, même si c'est là qu'il y a le plus d'efforts, mais juste 3 chiffres. Un Américain moyen émet 13,5 tonnes de CO2 par an, un Brésilien 2,5 et un Éthiopien 100 000 tonnes. Dans le même temps, ce sont les pays émergents qui vont le plus souffrir. La Banque mondiale dit que c'est 75% des coûts. Ce sont les pays émergents qui vont couler, qui vont brûler, qui vont s'assécher, avec tout le problème des réfugiés climatiques. Et donc on voit bien que pour traiter ce sujet, on a besoin que tout le monde s'en mêle. Et de ce point de vue, je voudrais revenir une seconde sur le moment assez particulier qu'a été l'accord de Paris en 2015, un moment particulier parce qu'on a vu se rejoindre à la fois les ONG, qui, de moins en moins idéologiques, jouent un rôle d'aiguillon absolument fondamental. Les États qui sont très importants pour donner un signal prix et exercer ces solidarités. Les entreprises, et ça c'est nouveau parce qu'on leur a enfin donné la parole et on a compris que les entreprises n'étaient pas uniquement le problème, mais elles étaient un élément fondamental de la solution. Et les villes aussi, je salue beaucoup l'effort des villes, et la France d'ailleurs, comme sur tous les domaines, montre l'exemple. Je crois que le rôle d'Anne Hidalgo est très important en ce moment. Les villes où vont se concentrer de plus en plus l'essentiel des émissions de gaz à effet de serre. Donc, et on voit bien que c'est tous ces acteurs ensemble qui doivent travailler ensemble. Alors est-ce que l'accord de Paris est un moment très particulier, est un moment unique, parce qu'on a vu que ça avait été très difficile d'y arriver, et que on pourrait croire que ça se délite quand on voit les positions prises par les États-Unis. Je crois pas. Je crois pas. Alors d'abord, comme l'a dit magnifiquement Thomas Pesquet, il faut y croire. Je crois que donc c'est pas la méthode Coué, mais la méthode Coué c'est quand même quelque chose d'important sur ce sujet. Et deuxièmement, je crois, et si je prends l'exemple des États-Unis, je crois que le momentum est parti pour traiter ce sujet. J'en veux peu preuve, j'étais très impressionné de l'élan qui s'est créé juste après aux États-Unis, plus fort encore ce que j'attendais, non seulement du monde de la finance, mais de l'ensemble des parties prenantes, avec notamment quelque chose auquel Saint-Gobain s'est associé, qui a été une grande pétition We Are Still In. Et je crois que les États-Unis, paradoxalement, vont faire plus de progrès enfin, je ne vais pas dire si Trump avait été autrement, mais il y a une mobilisation qui va être encore plus forte. Donc et dans lequel le rôle des entreprises et du monde de la finance, souvent décrié, va être un galvaniseur très important. Donc je suis optimiste que, même si les inégalités ont tendance pour l'instant à s'accroître, l'exercice de l'ensemble de ces solidarités, qui ne sont pas faciles, parce que les États, même les États indépendamment, l'un d'eux ne peuvent pas tout faire, donc il faut de plus en plus du supranational qui est très difficile. Je pense qu'on peut créer, dans la suite de l'accord de Paris, on peut créer au niveau mondial de nouvelles solidarités. Voilà, j'ai fini. Geoffrey Lamb,
finalement, même question qu'à Pierre-André de Jalandar, le rôle des entreprises et des fondations d'entreprises dans ces actions, dans ces politiques de solidarité. Well, thank you very much. I wouldn't claim to be able to say what corporations should do, but let me make one point. There's a reference to schizophrenia and about inequality and personal individualism, and reference to altruism. Let me talk a bit about incentives. One of the things that's happened, and I think the Paris Agreement is a great example of this, is that we saw that corporations, private sector individuals, NGOs, and governments realized that they had incentives to cooperate, and that incentives to move towards new forms of global solidarity. In that agreement, still imperfect, still incomplete, the United States has withdrawn from that agreement. What one notices is that major American corporations, states, and cities have not withdrawn from their commitments under that agreement because they realize the common incentives they have to collaborate on questions as important as climate and the environment. We have seen in the last 20 years, last 20, 25 years, the biggest single reduction in poverty in human history. That has been not only because of China, although that has been a huge contributor to the aggregate numbers, but we have seen huge advances in which, to go back to Pierre Jacquet's reference to development aid has played a part. It has not done the reduction by any means, but it has been a facilitator and sometimes an innovator. So we have examples where a combination of animal spirits and capital and the application of labor have transformed opportunities and created incentives for us to do more at a new stage of globalization and of global solidarity. The 2 points that I would make in this initial intervention. One, we definitely have to have a recapacity of the state. The initiative for further advances in poverty reduction has to come ultimately from the states and countries that are in the forefront themselves, and I'm sure Mr. Mayaki will talk about this. So we have to transfer that leadership and that responsibility, which already exists, and the accountability in those states. We have to acknowledge that that is where the driver has to come from. Second, we have to create space for innovation. Instead of the tired old donors and recipients, is it the private sector or is it the public sector? Are philanthropies accountable or should they be under more controls? We have to see that there has to be a collaboration which brings these parties to the table. I would just mention one example from outside the environment and climate change sector, which I think is a great model. In the last 15 years, we have had unparalleled progress in the vaccination of children and the reduction of child deaths, primarily through the Global Alliance for Vaccines and Immunization. That is bringing corporations, including large vaccine manufacturers, to the table by providing them the incentive of a market and asking from them in exchange huge concessions on price. That has been largely successful. It has brought government donors to the table to make very, very large investments in vaccination for children. And it has brought developing countries, the recipients in the old style, to the table to say, we're finding it tough to introduce vaccines now. You are going to help us. Over time, we are going to pay more and more of the proportion of those vaccines until in the end we're vaccinating our own children at reasonable cost and preventing millions of childhood deaths. That, to me, is a model that we have to build on and replicate in other fields. Thank you.
Esther Duflo, je voudrais juste vous entendre une réaction au propos de Jeffrey Langshu, et notamment il parle d'innovation. Je suis d'accord sur tous les points, essentiellement. Pour revenir, par exemple, juste pour rebondir sur la question de la vaccination, Gavi a fait un effort absolument énorme de mettre les vaccins à disposition des pays, de s'assurer qu'il y ait à la fois que tous les vaccins au moins essentiels soient là, plus de travailler sur de nouveaux vaccins dans le futur. Et malgré ça, dans certains endroits, on voit malgré tous ces efforts des gouvernements, des entreprises, etc., on voit dans certains endroits que les taux de vaccination sont beaucoup plus faibles que ceux auxquels on pourrait s'attendre. Par exemple, en Inde, où il y a des millions d'enfants chaque année qui ne sont pas vaccinés, dans certaines régions, en particulier du nord de l'Inde, où les taux de vaccination restent extrêmement faibles, bien que l'Inde soit un pays qui est en pleine croissance, qui a certainement l'argent pour vacciner ses enfants, etc. Et c'est là qu'on voit l'importance de réfléchir pour aller vraiment jusqu'au bout. C'est même pas le dernier mile, c'est vraiment le dernier mètre. Pour aller jusqu'au bout, il faut comprendre les motivations des agents, et c'est aussi l'articulation entre l'individuel, disons, et le collectif. Le collectif et même l'international, ici c'est Gavi. L'individuel, c'est qu'est-ce qu'il faut faire exactement, qu'est-ce qui manque, quelle est la bonne manière de présenter le programme de vaccination pour que spécifiquement en Inde ou dans le nord de l'Inde où il y a des problèmes de vaccination, les gens puissent effectivement bénéficier de toute cette infrastructure qui leur est proposée. Et c'est cette articulation et aller vraiment absolument jusqu'au bout, jusqu'aux détails qui paraissent les plus mondains a priori, mais qui font toute la différence entre un programme qui marche et un programme qui ne marche pas, que les efforts de tous sont à mettre en route. Et effectivement, énormément même, les efforts des gouvernements locaux et des acteurs locaux. Merci. 2 questions de la salle. Alors, je ne vous vois pas. Pas de questions? Oui, monsieur. Oui, bonjour Yves Berner, je suis administrateur d'un social business dans l'eau potable. Et je voulais savoir si la solution de solidarité n'est pas plutôt que la gestion de dons, la gestion plutôt de dons à destination de social business qui permettent de maintenir l'investissement à vie et aider donc à vie ces social business, donc ces entrepreneurs dans les pays pauvres. Peut-être une question pour monsieur Attali. Merci. Oui, c'est très important de voir apparaître une nouvelle catégorie d'entreprises qui soient ni des entreprises dont la seule fonction, la seule mission sociale est légalement de satisfaire l'intérêt des actionnaires, même si les entreprises ont d'autres centres d'intérêt et d'autres objectifs, et les ONG qui vivent de dons et qui ne s'équilibrent pas naturellement. Donc la naissance d'entreprises dont le but est ce que nous appelons positif, c'est-à-dire travailler dans l'intérêt des générations suivantes et qui doivent aussi être rentables, est très important. Alors il y a des pays où il y a des statuts pour ces entreprises. La France n'a pas encore de statut pour l'entreprise, ce que vous appelez social business, mais que nous appelons entreprise positive, c'est-à-dire qui ont d'autres missions que la satisfaction des actionnaires. Et en effet, je suis convaincu qu'il y a là une piste absolument considérable. Vous avez parlé du secteur de l'eau, dans le secteur de l'éducation, dans le secteur du handicap. On le voit partout dans le monde. Il y a par exemple une start-up qui me fascine en Inde, qui est une technique d'intelligence artificielle qui vient d'apparaître pour prédire dans quel village vont être enlevées les filles de 6 ans, puisque je rappelle qu'il y a une fille de 6 ans qui est enlevée toutes les 3 minutes en Inde en raison du gender gap. Et il y a une petite start-up qui s'est développée là-dessus et qui va être rentable, c'est évidemment du social business. Il y a là un potentiel de ce que nous appelons, nous, les start-up positifs, dont on a fait venir certaines ici grâce à l'appui du Cercle des économistes, qui est vraiment un changement considérable du modèle de développement à 30 ans d'ici. Comme le capitalisme est né dans les interstices du féodalisme, le social business naît dans les interstices du capitalisme et va profondément le transformer. Oui, si je peux rajouter quelque chose, ce n'est pas exactement le social business, mais c'est sur le rôle des entreprises plus traditionnelles par rapport à ces mouvements-là et dans l'évolution des solidarités. Aujourd'hui, en France, il y a 14 millions de bénévoles actifs. Il y en a, et ce nombre augmente
régulière. Et je crois que les entreprises qui, pour des tas d'autres raisons, ont besoin de plus en plus de donner du sens, commencent à capter et à essayer de participer à ce mouvement très important. Ces 14 millions de bénévoles, il y en a beaucoup qui travaillent dans les entreprises. Et donc d'associer un certain nombre d'actions d'insertion des entreprises dans l'environnement qui les entoure à ces individus, hein, pour reprendre, et donc pour créer de nouvelles formes de solidarité. Moi j'ai créé, c'est tout petit par rapport au problème, mais je crois que c'est symptomatique de ce que font beaucoup d'entreprises, une fondation d'entreprise qui a pour objet d'associer, de parrainer les actions que font les salariés de Saint-Gobain dans ce domaine. Et je crois que c'est complémentaire, hein, et pas de cette économie sociale et solidaire qui ne pourra pas régler tous les problèmes. Une autre question, madame? Moi, j'ai une question sur les migrations. Les migrations, on en parle souvent de manière macroéconomique. Maintenant, si on en parle de manière plutôt micro, c'est-à-dire au niveau des individus et dans les pays en développement, qu'est-ce qu'on peut faire sur ces migrations au niveau des individus des pays qui partent? Vaste question sur les migrations. Il faut se préparer à un enjeu. C'est plutôt à vous à répondre. Ah, allez-y. Esther Duflo. En fait, je voulais clarifier la question. La question, c'est sur les individus qui partent ou les individus dans les pays qui reçoivent la question que tu te poses. Est-ce qu'il y a des innovations, des choses qu'on peut faire pour réfléchir à ces migrations au niveau des individus et des ménages? Alors, je ne sais pas si je vais exactement répondre à la question, mais je voudrais dire une chose sur l'immigration, qu'il y a beaucoup moins de migration que ce à quoi on pourrait s'attendre, étant donné les différences énormes de qualité de vie entre les pays. Et que, bon, évidemment, il y a des barrières légales à la migration, donc ça à la limite, mais même dans des endroits, par exemple, même à l'intérieur des pays, où les gens, par exemple, habitent dans les régions rurales, où il n'y a pas de barrière interne à la migration, il y en a dans certains pays, mais dans la plupart des pays, il n'y a pas de barrière interne légale à l'immigration. Même là, et malgré des différences de niveau de vie énormes, et même, qui sont accentuées par les phénomènes climatiques dont on a parlé, par exemple, ce qu'il faut qu'on garde à l'esprit, c'est que la plupart des gens, finalement, restent chez eux. La plupart des gens restent chez eux pour des tas de raisons. Ils n'ont pas envie ils aiment bien chez eux. Ils n'ont pas envie c'est très difficile de s'installer dans d'un nouvel endroit, etc. Donc, quand on a peur d'une espèce d'afflux massif de migrants qui vont venir, qui changent tout et qui vont changer, il faut dire que fondamentalement, on n'y est pas du tout et on y sera probablement. Ça peut changer, en particulier ça peut changer avec le climat, mais on ne s'y reprendra jamais au point de vue planétaire, simplement parce que quand on voit les situations où il n'y a aucune constrainte à la migration, en fait, il n'y a pas assez de migration. Il y a par exemple une expérience qui a été menée au Bangladesh, où dans les périodes de famine, juste avant la récolte, les gens littéralement meurent de faim. Et même là, ils bougent très peu. Et donc, il y a une association qui a commencé à leur donner un tout petit peu d'argent pour payer le ticket de bus, donc c'est à peu près $8, pour leur permettre d'aller soit dans les villes, soit dans d'autres régions rurales qui ne sont pas sur le même rythme agricole, qui montrent des effets absolument énormes sur la qualité de la vie, de leur vie à eux, puis de la vie de la vie de leur famille. Donc quand on pense aux individus qui migrent, il faut penser effectivement à leur accompagnement, il faut aussi penser aux individus qui ne migrent pas, et parfois se demander, est-ce que finalement, ce qu'on doit rechercher, c'est plus de migration, dans des circonstances évidemment qui soient possibles, à la fois pour les migrants et pour ceux qui les reçoivent. C'est un peu provocateur, mais je voudrais mettre ça sur le terrain. Jacques Attali. Je suis d'accord avec beaucoup de choses que vient de dire Esther. D'abord, je suis d'accord sur le fait qu'on a besoin... Enfin. Mais je ne suis pas d'accord avec l'essentiel. Je
suis d'accord avec beaucoup de choses qu'a dit Esther, en particulier sur le fait qu'on a besoin de beaucoup de migration, beaucoup plus qu'on en a, et sur le fait qu'il y a très peu de migration en ce moment. En tout cas, de migration nord-sud. Pardon, sud-nord et nord-sud. Mais les migrations nord-nord et sud-sud, il y en a énormément. Énormément. En particulier, nous sommes aujourd'hui en train de voir que l'humanité est à 50% urbaine, elle va être à 2% urbaine, et surtout, et c'est très important, elle est à 40% côtière, et elle va être à 70% côtière, et côtière, au moment où le niveau de l'eau va monter, l'humanité va se trouver pris au piège de la côte. Ça, c'est un enjeu considérable que vous, Ibrahim, vous connaissez mieux que personne. Et c'est un très grand problème. Donc, il y a, en effet, il faut se préparer, dans nos pays en particulier, à changer complètement notre perspective. Nous avons besoin de migrants. La migration est une chose positive. Il faut se préparer à l'accueillir, se préparer à voir en quoi elle est positive. Et en effet, constater aujourd'hui que le nombre de migrants que nous avons chez nous, rappelons-nous qu'en Europe, nous sommes 500 millions, et que si nous accueillons 1% par an, ça reprendrait 5 millions, et que nous n'accueillons pas 500 000. Donc il faut vraiment, mis à part le cas particulier d'une année en Allemagne, donc il faut vraiment commencer à changer de perspective et comprendre, et peu de travail intellectuel et économique a été fait sur ce sujet pour montrer que nous avons intérêt à long terme à la migration, en particulier en Europe. Ibrahim Hassan Mayaki, donc quand on a commencé à préparer ce débat dont on parlait hier, vous me racontiez l'histoire du Sud-Soudan. Vous dites, il y a énormément aujourd'hui d'argent qui arrive au Sud-Soudan alors qu'il y a une crise alimentaire dramatique, et finalement, cet argent, il y a un problème de coordination de toute l'aide. Comment justement, et Esther Duflo tout à l'heure le pointait bien, il faut aller jusqu'au dernier mètre en fait pour mettre en place ces politiques de solidarité. Comment mettre vraiment en place une vraie coordination de ces politiques de solidarité pour en fait que ces sommes soient réellement utilisées? Je vais parler du contexte que je connais le moins mal, hein, qui est le contexte africain. Sur le cas du Sud-Soudan, c'est vrai, ça pose le problème de fond de la capacité de l'État à gérer cette manne financière importante qui a envahi le Sud-Soudan sans que les capacités locales existent. Mais je voudrais avant ça donner l'exemple d'un pays africain qui était considéré comme un modèle de développement. Très bonne production agricole, très bon port, des routes qui n'étaient pas mauvaises, qui étaient assez bonnes, plus fort taux de scolarisation des filles, plus forte pénétration d'Internet. Ce pays, c'était la Tunisie. Et la Tunisie a implosé. Toutes les solutions techniques permettant à la Tunisie de se développer avaient été mises en place. Mais les inégalités et le type de gouvernance qui existait en Tunisie a fait imploser la Tunisie. Deuxième exemple, la République centrafricaine et le Botswana. Plus ou moins la même superficie, plus ou moins la même densité de ressources, plus ou moins la même population. Ils arrivent plus ou moins à l'indépendance au même moment, pas tout à fait, et ils ont le même PIB per capita, 400 $ par habitant. Alors, 20 ans après, le Botswana a 8 000 $ de PIB par capita et la République centrafricaine a divisé son PIB par capita par 2. Alors, quelle est la différence entre la République centrafricaine et le Botswana? Deux pays dans le même continent. C'est qu'au Botswana, vous avez un mode de définition des politiques publiques qui est inclusif dès le départ, et en Centrafrique, vous n'avez pas d'État. Et tout ce qui s'est succédé par la suite a été, sur le plan de la gouvernance, totalement chaotique. Alors, ces deux exemples, la Tunisie d'une part et la République centrafricaine versus le Botswana, démontrent que la gestion des inégalités ne pourra pas se faire sans un système de gouvernance approprié. Rappelons-nous que l'âge médian en Afrique, il oscille entre 15 et 19 ans, avec 75% de la population qui est en dessous de 25 ans, 70 à 75%. Et il est évident que
le système de gouvernance qui doit s'appliquer à des pays dont les âges médians sont entre 15 et 19 ans doit absolument prendre en compte des facteurs comme celui de l'association de cette population à la définition des politiques publiques, parce que ces jeunes africains ne veulent pas de solutions à long terme. Ils ne veulent pas entendre parler de solutions à long terme. Ils veulent des résultats à court terme. Les résultats à court terme étant impossibles, ils doivent absolument être associés à la définition des solutions à long terme. Et ça, c'est un mode de gouvernance que nos décideurs politiques devront absolument intégrer. Deuxième point, la dimension locale. On a trop insisté sur le rôle de l'État central en négligeant totalement la dimension décentralisée. Et la réduction des inégalités, c'est d'abord la perception au niveau local que les inégalités se réduisent, donc c'est une participation des acteurs au niveau local. Et évidemment, secteur privé, tout à fait essentiel, parce que n'oublions pas qu'une bonne partie de nos économies relève de l'informel, mais il y a une fondamentale énergie d'entreprendre dans le secteur informel qui n'est pas suffisamment captée par les États centraux. Donc, c'est le système de gouvernance qui doit être adapté à cette condition très particulière. Et puis, dernièrement, le visage de la solidarité pour l'Africain moyen, en général, solidarité internationale, hein, c'était l'aide. Nous savons tous que l'aide est en voie de réduction drastique et qu'il y a des acteurs nouveaux qui émergent. Et l'aide est de plus en plus utilisée comme un facteur catalytique permettant le développement d'innovation institutionnelle, la participation du secteur privé. Donc, l'innovation institutionnelle sera absolument essentielle. Donc, et l'équation de l'innovation institutionnelle, ce n'est pas seulement des solutions techniques, c'est des solutions techniques plus des solutions politiques. Voilà. Merci beaucoup. Quelques questions. Madame. Merci, bonjour. Thomas Pesquet parlait de l'éducation et j'aurais voulu savoir auprès de M. Lam ou de Esther Duflo, quels sont les programmes de scolarisation dans ces pays qu'on considère qui ont vraiment fonctionné ou est-ce qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire sur ce sujet? Jeffrey Lamb et après Esther Duflo. Well, the main schooling system that we need in all countries, but certainly in many poor countries, is schooling for girls. And we know that the return on education for girls is disproportionately high and that the barriers to women's participation in the labor force and in society depend crucially on education. So rather than talk about particular experiments or particular models, just in terms of aggregate numbers, that's where the priority should be. Je crois que de manière générale, il y a un énorme succès de l'éducation. Il y a un énorme succès, c'est de faire venir les enfants à l'école. Il y a eu énormément de progrès. Dans la plupart des pays, maintenant, la scolarisation des filles et des garçons est quasiment universelle au niveau primaire. Et maintenant, avec les nouveaux objectifs du millénaire, l'ambition est d'aller vers une scolarisation universelle au niveau du secondaire également. Et il y a des progrès là-dessus, le secondaire bien sûr plus lentement que le primaire, et pour les filles plus lentement que pour les garçons. Ça c'est la grande réussite. Et le grand échec malheureusement, c'est qu'une fois que ces enfants sont à l'école, on a beaucoup de mal à leur apprendre quoi que ce soit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a de plus en plus on comprend de mieux en mieux pourquoi. Et en fait, on comprend de mieux en mieux ce qu'il faudrait faire. Et pour le carré, c'est apprendre aux enfants au niveau où ils sont quand ils arrivent. Mais c'est quelque chose qui est pour articuler l'articulation politique, technique. C'est en quelque sorte la solution technique, elle existe et elle est très très simple. Mais politiquement, c'est un petit peu un combat
de faire intégrer ces méthodes-là à l'intérieur des systèmes scolaires. Et les pays qui ont le mieux réussi, c'est les pays qui ont pris cet objectif à cœur. Merci. Une autre question ? Non ? Alors je vais demander à Pierre Jacquet de nous... S'il y avait une question là-bas ? Ah, madame. Vous avez beaucoup parlé de l'importance des États dans toutes ces décisions. Est-ce que dans le reste de cet événement, on a parlé du fait que quelque part les individus se sentent un peu peut-être moins investis? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une question, en tout cas dans les pays riches, justement pour revenir à la motivation, de demander aux individus ou aux citoyens de se réinvestir, non seulement dans la vie politique, mais justement dans cette solidarité. Et ça commence aussi dans les entreprises. Est-ce que les gens sont finalement pas plus heureux quand ils ont cette dimension de solidarité et peut-être même plus efficace? Pierre-André Tchalanda. Si je prends juste le monde de l'entreprise, c'est clair, c'est qu'on voit une évolution du cadre physique des solidarités. On est un peu, pour résumer, en train de passer d'un monde où l'entreprise physiquement était le cadre de la solidarité, avec pour reprendre l'expression l'analogie avec le théâtre classique, une unité de temps et une unité d'espace et une unité de lieu, vers des espaces de solidarité qui vont être s'éclater à cause des nouvelles technologies et du numérique. Pour prendre juste quelques exemples, le télétravail, ça explose à toute vitesse. Le numérique, ça fait bouger complètement les organisations et créer alors peut-être de nouveaux espaces de solidarité avec les communautés virtuelles, mais qui sont très différents. Donc il y a un vrai changement dans la manière d'exercer les solidarités en entreprise qui interpelle tout le monde. Mais je pense que de nouvelles solidarités doivent et peuvent se recréer. Alors ça engendre aussi toutes ces mutations de nouvelles inégalités, pour reprendre à l'envers, puisqu'il y a des gens qui s'adaptent plus ou moins facilement à ces changements technologiques. Mais on est en train de voir dans le monde de l'entreprise un basculement très important de la manière dont pouvaient s'exercer les solidarités traditionnelles. Assine Mayaki. Je pense qu'effectivement, c'est capital. Globalement, l'Afrique produit moins de 30 000 ingénieurs par an, de l'Égypte à l'Afrique du Sud. La France doit certainement en produire beaucoup plus. Il est évident que l'industrialisation de l'Afrique ne peut pas se faire avec ce taux de production d'ingénieurs, et l'éducation est absolument primordiale. Merci. Je demandais à Pierre Jacquet de nous faire en quelques secondes la conclusion de cette première table ronde. Merci. Alors en quelques secondes, peut-être quatre points principaux dans ce débat. Premièrement, l'importance de réinventer le rôle de l'État. Je crois que c'est très fondamental, mais c'est un rôle de l'État très différent de celui qu'on a connu, parce que c'est un rôle de l'État qui est instigateur, leader, coordinateur, et pour ça il faut de la capacité, que ce soit au nord et au sud. C'est-à-dire le problème de gouvernance, de la coordination n'est pas un problème seulement des pays en développement, et je crois que ça c'est quelque chose de très important. Dans ce domaine d'ailleurs, il y a eu un débat hier très intéressant sur la concurrence. La concurrence est-elle entre entreprises ou entre États ? Je crois que la concurrence pour innover, pour trouver des politiques publiques qui vont dans le sens de plus de solidarité, peut être extrêmement productive. Et s'il y a concurrence entre l'État, elle n'est pas tellement au plan économique, elle est au plan de la conception des politiques publiques. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'important. Deuxièmement, on a beaucoup parlé de l'état d'esprit. Finalement, ce que nous dit Jacques Attali, c'est que si on arrive à développer cet état d'esprit de l'altruisme devient un projet individuel. Donc il n'y a plus d'opposition entre l'individuel et l'altruisme. Et quand vous parliez, Madame, tout à
à l'heure de rechercher du sens, c'est exactement cela que je crois est au cœur. Et je trouve très encourageant que beaucoup de jeunes abordent leur projet professionnel en quête de sens. Et ça, pour employer un terme anglais, c'est un driver extrêmement important du changement. Troisième point, le rôle de l'innovation, le rôle des idées. Il est important, quand on ne sait pas quoi faire, de libérer l'espace de l'innovation, soit l'innovation dans les pays en développement ou l'innovation dans les pays développés. Le rôle de l'aide est très important pour cela. Et d'ailleurs, sur des sujets comme celui-là, l'innovation peut venir des pays en développement. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans les pays en développement qui ont un potentiel d'élargissement, y compris aux pays développés, qui peut être très important. Et finalement, le rôle des partenariats publics-privés, mais dans un sens totalement différent. C'est un renouvellement du concept. Il ne s'agit pas de la vision étroite, contractuelle de provision de services, mais il s'agit d'un monde dans lequel finalement tous les acteurs trouvent la façon de contribuer au bien public. Et finalement, on a parlé du rôle des entreprises en la matière. Au-delà de leur métier qui est de faire du profit sur ce qu'elles font, eh bien, il est important d'avoir une autre dimension qui est l'insertion sociale et la contribution à la société. Donc finalement, pour conclure, le seul concept porteur aujourd'hui, c'est « en même temps ».